Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Ça, c'est en première partie de vidéo. Bien évidemment, en seconde partie, je dévoile l'arnaque, là où les arnaques, et j'indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, à moins de vouloir peut-être pronostiquer par exemple l'arnaque dont j'userai pour piéger les gens. Et si vous écrivez un commentaire qui va dans le sens du spoil, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire. Pour ce qui est du thème du jour, il s'agit du lemme des noyaux. On va faire la démonstration du lemme des noyaux. Flemmard que je suis, je ne le ferai que dans le cas d'un polynôme P produit de deux polynômes premiers entre eux. Ce lemme se généralise, en tout cas le résultat est plus général avec un produit de plusieurs polynômes premiers entre eux, avec une somme directe de plusieurs kers. Je m'en tiens à 2, ça suffira largement pour vous arnaquer. Je comptais aborder ce lemme des noyaux à un moment ou à un autre de cette série, mais ce qui a précipité le fait que je le fasse aujourd'hui, c'est en particulier, ce qui m'a décidé, c'est en particulier un commentaire sous le dernier Où est l'arnaque, un commentaire très pertinent qui faisait remarquer en fait que l'exercice du dernier Où est l'arnaque était une application du lemme des noyaux. On aurait pu utiliser le lemme des noyaux effectivement pour résoudre l'exercice. Dernière petite parenthèse, à ouvrir puis à fermer avant d'attaquer la correction. Je remercie les quelques personnes qui me suggèrent parfois des thèmes ou des Où est l'arnaque, des arnaques précises. Je les remercie et je m'excuse auprès d'eux du fait que je sois souvent de nature peu enclin à suivre les suggestions. Je préfère penser par moi-même à mes Où est l'arnaque et éventuellement les découvrir en temps réel en colle, voilà, avoir le plaisir de cueillir la fleur fraîchement sortie de terre. Voilà, tiens, un élève qui essaie de m'arnaquer, waouh, c'est beau, je vais en faire un Où est l'arnaque. Je ne dis pas que je ne suivrai jamais une suggestion, mais je préfère largement voilà, n'en faire qu'à ma tête et penser à l'idée. Je trouve ça plus naturel. Ma réalisation, ma performance est plus naturelle quand l'idée vient soit de moi, soit d'une situation que j'ai rencontrée vraiment. Voilà. Mais je vous remercie quand même. Merci, j'espère que ça fait pas trop hautain et que vous me comprendrez. Alors, soit P1, P2 appartenant à K de X, deux polynômes à coefficient dans K, donc K c'est R ou C ici. Si vous n'avez pas fait de complexe, vous pouvez rester, imaginer que K et R, ça ne changera rien au résultat. Des polynômes premiers entre eux. Donc je reviendrai pas en détail sur cette notion, mais je commencerai ma correction par un instant non frauduleux où je donnerai une caractérisation des polynômes premiers entre eux qui nous servira ici. Soit P le produit de ces deux polynômes, P1 fois P2, ok. Soit E un K-espace vectoriel, ok. Soit F un endomorphisme de E, ok. On nous demande de montrer que ker de P de F est égal à ker de P1 de F plus en somme directe ker de P2 de F. Donc que ker de P1F et ker de P de F seraient supplémentaires dans ker de P de F. Bon, j'écris mes kers en majuscules, j'ai pas l'habitude, j'espère que je ferai pas un mix de majuscules et de minuscules, et vous me pardonnerez si c'est le cas. C'est parti. Alors, pour rappel, P1, P2, P1 et P2 sont premiers entre eux. Je vais tout de suite donner une caractérisation utile pour moi. Donc, c'est une équivalence en fait, mais bon, là je vais dans ce sens-là. Donc d'après le théorème de Gauss, de Bézout, pardon, je sais pas pourquoi je pensais à Gauss, le théorème de Bézout, qui existe aussi effectivement pour les polynômes, il existe U et V des polynômes à coefficient dans K, tels que U fois P1 plus V fois P2 égale 1. Oui, bon, je les ai appelés U et V pour rappeler, Bézout en arithmétique pour les entiers, quoi. Ok, égale 1 au sens du polynôme 1. Polynôme constant égale 1, voilà. Donc ça, c'est garanti sans arnaque. Cette partie est garantie sans arnaque, c'est parti. Alors, autre chose, garantie sans arnaque. Là, on a des polynômes d'endomorphisme. Donc je rappelle juste que si, par exemple, si vous avez le polynôme P, qui est lui, 3x au cube moins x au carré plus 7, si vous avez f un endomorphisme de E, eh bien P de f, c'est un endomorphisme de E aussi, et c'est 3f cube moins f carré plus 7 fois l'application identité sur E. C'est bien un endomorphisme de E, alors f cube c'est au sens, f cube et f carré c'est au sens de la composition. Ça c'est f rond f, et ça c'est f rond f. Voilà, je rappelle ça. Donc le plus 7 a été remplacé par plus 7 fois identité. Si ça avait été plus 1, j'aurais dit plus identité sur E.
Ok. Alors comment montrer que ceci est somme directe de ça et de ça? Ok, je vais commencer par prendre un élément x de l'espace vectoriel E sur lequel je travaille, et je vais regarder ce que voudrait dire, enfin si je prends x dans l'intersection de ker de P1F, inter du coup, entre l'intersection, je disais, donc de ker de P1F et ker de P2 de F, et ben, je vais essayer de montrer qu'un tel x est forcément le vecteur nul de E. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire avec un tel x? J'ai pas grand-chose à part ça, peut-être. À part une égalité sympathique qui est là, et que je peux peut-être appliquer, donc ce polynôme-là, qui est le polynôme constant égal à 1, je peux peut-être l'appliquer à f, tant qu'à faire. Ce polynôme constant égal à 1 que j'applique à f, bah, si je l'applique à f, bah, ça fait l'application identité. Ça appliqué à f, ça fait le polynôme 1 appliqué à f, qui me fait donc l'application identité sur E. Ok, autrement dit, U de f, P1f, plus V de f, P de f, égale l'application identité. Ok, bah, moi j'ai un x en particulier, bah, j'appliquerai bien cet endomorphisme-là, qui est aussi lui, à mon x. En particulier, j'ai envie de vous dire, U de f, P1f, appliqué à x, plus V de f, P2 de f, appliqué à x, égale l'identité appliquée à x, mais l'identité appliquée à x, bah, c'est x. Ok. J'aimerais bien montrer que... Bon, je rappelle que x, dans ce cas précis, j'ai pris x dans ker de P1f inter ker de P2f. J'aimerais bien montrer que ça, c'est nul, quoi. Est-ce que c'est plus simple d'avoir ça nul que lui tout seul? Bah, ouais, en fait, je regarde juste ce que ça fait. Ça c'est U de f de x, fois P1f de x, plus V de f de x, fois P de f de x. Et ça, c'est égal à x. C'est censé être égal à x. Mais j'oublie pas que x est à la fois dans ker de P1f et dans ker de P2f. Ok, c'est sympa ça. Le fait que x soit dans ker de P1f, ah, ça fait que ça va annuler ça. Le fait que x soit dans ker de P2f, ça va annuler ça. C'est très très cool ça. Alors, le parenthésage. On fait bien attention au parenthésage. Là, j'ai P1f qui est un endomorphisme que j'applique à x. Ça n'aurait pas de sens d'écrire P1 de f de x, par exemple. Polynôme appliqué à un vecteur de E, pas de sens. Ça a du sens. Ok. Or, x appartient à ker de P1 de f, donc P1 de f de x égale le vecteur nul. Ok. X appartient à ker de P2 de f, donc P2 de f de x égale 0 aussi. Ok, donc ça fait 0, ça fait 0. Vous avez 0 plus 0 ici, ça fait bien le vecteur nul. D'où tout ça égale le vecteur nul, donc x en fait c'est le vecteur nul. Donc, qu'est-ce que je viens d'établir? Que ker de P1 de f inter ker de P2 de f égale le singleton vecteur nul. Alors, ne criez pas trop vite à l'arnaque. Vous pourriez vous dire, oulala, là on a établi l'inclusion entre ça et ça. Donc si x appartient à ça, alors c'est le vecteur nul. Donc il y a inclusion entre lui et lui. Donc lui est inclus dans lui. Mais l'autre inclusion est évidente. Et en fonction du niveau, en prépa, bon au début on insiste beaucoup là-dessus, mais parfois on peut se permettre rapidement, d'une phrase rapide, de dire ok, bah oui, mais le vecteur nul est bien inclus dans cette intersection de deux sous-espaces vectoriels de E, ker d'un endomorphisme de E, inter ker d'un autre endomorphisme de E, donc ce sont deux sous-espaces vectoriels de E, leur intersection est encore un sous-espace vectoriel de E, évidemment le vecteur nul est dedans. L'autre inclusion est triviale. L'inclusion dans l'autre sens est triviale. Ok. Pour me justifier un petit peu. Ok. Oui, j'ai tourné la page. Que me reste-t-il à établir pour montrer que ker de P de f égale ker de P1 de f plus somme directe ker de P2 de f? Sachant que j'ai déjà prouvé que l'intersection de ker de P1f et de ker de P2 de f était réduite au vecteur nul. Il reste à montrer la somme. Il reste à montrer que ker de P de f égale la somme, pas forcément directe. J'aurai la somme directe puisque, enfin, une fois que j'aurai montré que lui, allez, arrête de faire ça, pardon, ker de P1 de f plus ker de P2 de f, une fois que j'aurai montré ça, avec l'intersection de lui et de lui qui est réduite au vecteur nul, j'aurai bien que ça plus ça en somme directe égale ker de P de f. Ok. Il s'agit de montrer quoi en fait? Il s'agit de montrer que tout x de cet ensemble, de cet espace vectoriel, de ce sous-espace vectoriel de E, peut s'écrire comme
une somme d'un x1 qui appartient à lui et d'un x2 qui appartient à lui. Ok. Oulala, tu vas m'embêter toi ce soir, pardon. Soit x appartenant, donc vous savez que c'est le soir, soit x appartenant à ker de p de f. Eh bien, x. Bon, j'ai envie de reprendre ce que j'ai fait précédemment. Je vais tourner la page, mais j'ai peur. Alors, soit x, alors machin, et ben, moi j'ai établi ça tout à l'heure. Et attention, on pourrait se dire, attention, là tu nous arnaques, là, x, ça tu l'as fait pour x appartenant à ker de P1F inter ker de P de F. Non, c'est vrai que j'ai utilisé le fait après que x appartenait bien à ker de P1 de F et ker de P2 de F pour avoir 0 là et là, mais cette décomposition, elle est valable tout le temps. Je rappelle que ça c'était l'application identité, ok, je l'ai réécrit comme ça, je l'ai appliqué à x, je peux refaire cette application ici sans aucun souci. Donc x c'est u de f, p1f appliqué à x, plus v de f, p2 de f appliqué à x. Ok, bon, c'est une décomposition comme une autre, mais il serait cool peut-être que l'un des deux soit dans ker de P1, enfin que l'un soit dans ker de P1F et l'autre dans ker de P2F, je sais pas lequel des deux, mais ça serait sympa, ça serait un sacré coup de bol, ça m'arrangerait. Bon. J'oublie pas que P quand même, c'est P1 fois P2. Rappelez quand même. Et ben si j'appliquais P2 de F à tout ce machin, P2 de F de U de F, P1F de X. Donc de ça appliqué à X. Beaucoup de parenthèses. Si j'appliquais P2 de F à tout ce beau monde, ça ferait quoi? Ça ferait P2 de F, U de F, P1 de F, appliqué à X. Cette application, cet endomorphisme appliqué à X. J'aimerais bien avoir P1, P2, qui est P quoi. Ouais mais... P, alors, j'aimerais déplacer le P2. P2 de F, U de F et P1 de F commutent, en fait. Ça, c'est au sens de la composition, ça, c'est ça, rond, ça, rond, ça. Bah oui, ils commutent. Pourquoi ils commutent? Car ce sont des polynômes d'un même endomorphisme F. Bah oui, mais en fait, imaginez par une vue de l'esprit que ça, là, ce soit le polynôme P2, ce soit x au cube plus 5x. Donc P2 de F, ça serait f cube plus 5f. U de F, ça serait un autre polynôme en F. Ça serait U de F, ça serait 3f carré, pardon, plus 2f plus identité. Bah, les deux commutent. Quand vous allez faire votre ça rond ça dans un sens ou dans l'autre, vous allez obtenir la même chose. Ça, c'est un résultat important. Des polynômes d'un même endomorphisme vont commuter. Donc s'ils commutent, je vais pouvoir écrire que ça, du coup, je vais lui donner un nom parce que flemme, si j'appelle ça A de x, enfin A, j'aurais pu l'appeler A, pardon, A eh ben, est égal à du coup U de F, P1F, P de F, de x. Oui mais P1F, P de F, ça fait P, alors le P2, P1F, P2 de F, ça fait P de F, enfin P1 fois P2, ça fait P, donc là j'ai U de F, fois P de F, pardon, tout ça appliqué à x. Autrement dit, c'est U de F, donc ça c'est une composition, c'est ça rond ça appliqué à x, c'est aussi U de F appliqué à P de F de x, endomorphisme appliqué à x, ensuite je recompose avec lui, mais P de F de x, bah ça fait 0 ça, parce que x appartient à ker de PF, on a dit. Donc ça fait 0. U de F étant une application linéaire, et bah quand on lui donne, enfin même un endomorphisme, quand on lui donne le vecteur nul, bah, il nous renvoie le vecteur nul de l'espace en question qui est OK. Donc, eh bien, le premier morceau là, U de F, P1F de x, appartient à ker de P2 de F. Ok, je vais pas m'attarder, on montre de même que l'autre morceau là, V de F, enfin lui, tout ça là, ça appartient à ker de P1F. Donc VF, P2F, pardon, de x appartient à ker de P1F, pardon. C'est un petit peu serré, ok. Donc bah, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que x s'écrivait comme somme d'un élément de ker de P2 de F et d'un autre élément qui est dans ker de P1 de F. Donc, eh bien, ker de Pf est bien égal à ker de P1F plus ker de P2F. P2 de F. Ça, et l'autre propriété que j'avais au dos,
Et ben les deux à la fois, ça me fait dire quoi? Ça me fait dire tout simplement que ker de P de F n'est autre que la somme directe de ker de P1 de F et de ker de P2 de F. Et bingo, j'ai mon lemme des noyaux. J'avais parlé de ma flemme en début de vidéo. Se démontre dans un cas plus général par une récurrence relativement simple à mettre en place en utilisant dans l'hérédité notamment ça. Se démontre par récurrence pour n polynômes, je parle. Si j'ai un produit si P c'est un produit de plusieurs polynômes premiers entre eux et pas que deux, bah, je prouve la même chose de la même manière en quelque sorte. Ok, bon, j'aurais dû vous dire ça après dans la partie où est l'arnaque, parce que ce que je viens de dire est vrai en fait. Là, ce que je viens de dire à la toute dernière phrase, voilà, la façon générale de le prouver pour n polynôme, c'est pas faux en soi. Mais j'espère que vous avez vu que je faisais n'importe quoi. Alors, où est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Donc je suis parti dans l'idée de prouver ça. Ker de P1 de F inter ker de P2 de F égale le singleton vecteur nul. C'est une bonne idée en soi. Je suis parti de ça. J'ai dit, soit x appartenant à E, si x est dans ça, bon, voyons voir ce qu'on peut faire. Là, ma première décomposition, elle est tout à fait exacte. Si on dit que UP1 plus VP2, c'est le polynôme constant égal à 1, UP1 plus VP2 de F, c'est l'application identité. J'ai réécrit comme ça. J'ai tout à fait le droit de dire U de F, P1F plus B de F, P de F égale identité. Alors attention, là ce n'est pas faux, mais le verre était dans le fruit, ça c'était pour vous embrouiller un petit peu. Pour la suite, il faut avoir conscience que, bon, un produit de polynôme ça a du sens, le produit U de F, P1F, c'est au sens de la composition. C'est U de F rond P1F. On peut se permettre d'écrire ça, mais c'est au sens de la composition. C'est comme quand on écrit F cube, comme je vous l'ai dit au début, c'est F rond F rond F, donc la puissance c'est au sens de la composition. Ok, ça pour l'instant ça reste exact, même si voilà, j'aurais pu être plus clair. Et ensuite, j'applique ça à x. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème, j'applique cet endomorphisme à x. Cet endomorphisme à x, je fais la somme ici, donc ça plus ça applique à x, et ça applique à x plus ça applique à x. Identité applique à x, ça fait x. Et là, je suis parti en n'importe quoi. C'est cette ligne-là qui est à zut, j'ai du mal à le dire, qui est à incriminer, pardon. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là, vous avez un vecteur, et en plus, c'est à ce moment-là que j'ai dit non, mais attention, les parentésages, et oui, on est d'accord que ça, faut pas écrire ça, parce que f de x est un vecteur, un polynôme d'un vecteur n'a pas de sens, ça n'a pas de sens dans un espace vectoriel en général, mais là, je vous écris un vecteur de mon espace vectoriel, fois un autre vecteur de mon espace vectoriel. Qu'est-ce qui dit qu'il y a un produit permis dans cet espace vectoriel? Rien du tout. Alors attention, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est plutôt U de f rond. Enfin, ça c'est U de f rond P1F appliqué à x. Bizarrement, au verso, je le fais bien, dans une autre situation. Ça c'est U de f rond P1F de x. P1F, l'endomorphisme P1F appliqué à x. J'obtiens un vecteur, et je lui rapplique U de f derrière. Ça oui. Et ça pareil. Ça c'est V de f appliqué à P2 de f de x. Il est hors de question, pardon. Je la vois pas casser, mais c'est bizarre. Il est hors de question de dire que c'est ça, quoi. Ça n'a aucun sens. Là, j'ai un produit d'un vecteur et d'un autre. Donc je ne vois pas pourquoi déjà je dispatche comme ça. Ça n'a pas de sens. Bon, ça m'arrangeait, ça avait l'air de m'arranger parce que, ah tiens, lui, enfin, ça fait 0 parce que x est dans ker de P1 de f. Ça fait 0 parce que x est dans ker de P2 de f. Mais non, je l'obtenais bien à la loyale. Si j'avais fait les choses à la loyale, en obtenant ça et ça, bah, si vous avez P1f de x qui fait 0, bah, U de f de 0, bah, ça fait 0. Et pareil pour l'autre, V de f de P2 de f de x, ça fait V de f de 0 et ça ferait 0. J'obtiens bien 0 comme il faut, sans cette énorme arnaque aux objets, quoi. C'est des objets que je manipule n'importe comment. Voilà. En vous maquillant ma manipulation avec oui, mais attention, on manipule correctement avec ça. J'espère en avoir fait tomber certains, et j'espère que ceux qui seront tombés dans l'arnaque feront bien attention à la manipulation des objets, notamment en algèbre linéaire. C'est très critique en algèbre linéaire de se tromper sur la nature des objets qu'on manipule. Alors, ok, donc ça c'était exact, x égale 0, enfin, bon, après c'était une énorme horreur, hein. Ensuite, on a bien, avec mon histoire de l'autre inclusion, voilà, je faisais un peu des passages un peu rapides, qui avaient l'air rapides, de temps en temps, pour maquiller les vraies arnaques. Ça, c'est pas vraiment une arnaque, ça va. C'est-à-dire, ok, certains profs sont relous un peu sur ça, à dire, oui, mais faut dire que le singleton vecteur nul est inclus dans machin. C'est vrai, je m'en tire un peu en disant, bon, bah, l'autre inclusion est plutôt triviale, ça va. Lâchez-moi la grappe, tout va bien. Oui. Alors lâchez-moi la grappe, ça, je pense que vu le titre ou la miniature de la vidéo, ça sera fort à propos. Ensuite, je veux montrer que ker de PF égale ker de P1F plus ker de P de F, parce que c'est ça qui me manque pour avoir la somme directe. Je prends un élément de ker de P de F. Là, bizarrement, j'écris ça loyalement, ce que j'aurais dû faire au recto.
Ça, c'est tout à fait exact. Si j'applique P2 de F à ce monsieur, c'est tout à fait exact que ça me fait ça. Je rappelle correctement que ces trois endomorphismes commutent entre eux parce que ce sont des polynômes d'un même endomorphisme. J'obtiens donc que P2 de F appliqué à ce monsieur, bah, ça fait 0, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est exact. Parce que je fais apparaître PF et PF de X, ça fait 0 parce que X appartient à Ker de PF. Pareil pour l'autre, quand je dis on montre de même, bon, c'est pas du tout abusé de dire ça. Ce qui est abusé ici, donc l'arnaque de la deuxième partie, la seconde arnaque de la vidéo et la dernière, elle est un peu plus fine. C'est pas un truc sur les objets où je fais n'importe quoi. C'est qu'en fait, en réalité, là ce que je dois dire, je n'ai pas vraiment prouvé que Ker de PF était égal à Ker de P1F plus Ker de P2F. J'ai prouvé que Ker de PF était inclus dans Ker de P1F plus Ker de P2F. Si je vous dis tout élément de Ker de PF s'écrit comme une somme d'un élément de lui et de lui, ça veut dire que cet espace vectoriel, ce sous-espace vectoriel de E, est inclus dans la somme de ces deux sous-espaces vectoriels de E. Il n'y a pas égalité, forcément. Pourquoi vous pourriez vous dire, vous pourriez être surpris en vous disant, mais non, mais c'est ce que je fais, moi, pour montrer que directement égale la somme. Parce que souvent, dans vos exos, vous savez que lui et lui sont déjà d'emblée des sous-espaces vectoriels de lui. Et dans ce cas-là, c'est bon. Dans ce cas-là, effectivement, l'inclusion dans l'autre sens est évidente. Si moi, je suis un sous-espace vectoriel de lui, et moi, je suis un sous-espace vectoriel de lui, notre somme est un sous-espace vectoriel de lui. Il n'y a pas de problème. Or, là, je l'ai jamais dit. J'ai jamais dit que Ker de P1F était inclus dans Ker PF, et que Ker de P2F était inclus dans Ker PF. C'est pas dur à montrer, mais je ne l'ai pas dit. Et c'est quand même pas trivial. C'est pas dur, mais c'est pas trivial. Il y a une différence entre être difficile à montrer, être facile à montrer et être trivial. Là, c'est simple à montrer, mais c'est pas trivial du tout. Je n'ai jamais dit à aucun moment, simplement, que Ker de P1 de F était inclus dans Ker de P2F, par exemple. Mais pourquoi Ker de P1F est inclus dans Ker de PF? Si X appartient à Ker de P1F, ça veut dire que P1F de X égale 0. Bah, du coup, il faut voir ce que fait PF de X. PF de X, ça fait P, c'est P1, P2, donc c'est P1F, P2F ou P2F, P1F, on sait qu'on a le droit d'aller dans les deux sens, par le fait que ces deux commutent, de X. Autrement dit, c'est ça quoi, c'est P de F appliqué à ça. Et c'est P de F de 0 quoi. Et ça fait 0, le vecteur nul. Ok, donc, X appartient à Ker PF. Ce qui prouve que si c'est vrai pour tout X de Ker de P1F, que ça implique ça, bah donc on a que Ker P1F, là il y a un 2 bizarre, hein, c'est pas au carré, hein. Ker P1F est inclus dans Ker P2F. Dans Ker PF, pardon, avec P2, le DE, dans Ker PF. Ok, Ker de P1F est inclus dans Ker PF. Ker de P2F aussi est inclus dans Ker PF pour la même raison. J'ai plus de feuilles, je suis désolé. Donc, Ker de P2 de F est inclus aussi dans Ker PF pour la même raison. Leur somme est donc incluse dans cet espace vectoriel qui est Ker PF. Donc, vous avez l'inclusion dans l'autre sens. Et l'inclusion dans l'autre sens vous fait dire qu'effectivement, vous avez égalité entre Ker PF et Ker de P1F plus Ker de P2F. Et enfin, vous pouvez conclure que Ker de PF égale Ker de P1F plus somme directe Ker P2F. Voilà. Je suis plutôt content de ce l'arnaque là parce que voilà, j'attaque sur deux plans. Je tacle à la fois sur la nature des objets, des gens qui seraient pas assez prudents sur leur manipulation de la nature des objets. Bon, beaucoup de gens vont trouver ça choquant et à juste titre. Mais pour la seconde arnaque, il me semble que je vais donner plus de chance. C'est comme si j'avais envoyé la première arnaque en éclaireur, voilà, comment dire, pour attirer l'attention, comme ça, allez hop, tiens, regardez tous par là, et en fait, boum, je vous attaque sur la deuxième, qui est un peu plus fine à voir. Voilà. Ne soyez pas de mauvaise foi, certains diraient oui mais c'est évident, certains parfois me disent ça, c'est évident, donc c'est trivial à dire. Non, honnêtement, voilà, il faut vraiment, je trouve qu'il faut distinguer ce qui est trivial de ce qui est simple à démontrer. Vraiment trivial, il n'y a pas grand chose à dire, on le note parce que c'est important parfois pour appliquer tel ou tel théorème, mais c'est pas parce qu'une chose est simple à démontrer qu'elle est triviale en soi. Rien en soi, à part le fait que P égale P1, P2, ne disait tout de suite que forcément, enfin je parle en général, quand vous avez à montrer qu'un sous-espace vectoriel est égal à une somme de deux autres sous-espaces vectoriels, sans avoir précisé que eux étaient des sous-espaces vectoriels de lui, et ben c'est pas trivial. Voilà. Enfin, il faut pas oublier que cet enchaînement prouve que ça est inclus dans ça, et pas l'inclusion dans l'autre sens en général. Voilà. Bien évidemment, si vous êtes déjà des sous-EV de grand E, d'un grand E qui est là, et ben oui, il suffit de faire ce qu'on a fait là pour prouver que grand E est la somme de vous deux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.